Merci beaucoup donc, de nous passer la parole. Donc effectivement, on va vous présenter le résultat d'un lot de ce projet GEST qui concerne effectivement l'analyse de différentes expériences de gestion de collective à différents niveaux. Donc les objectifs en fait de cette tâche, de ces missions, c'était identifier les critères qui permettent d'évaluer la durabilité de ces solutions de gestion collective et notamment sur 3 points. Donc le premier, c'était les caractéristiques techniques et environnementales en fait des solutions. Donc des critères assez globaux comme la taille des unités collectives et aussi leurs effets. Donc sur différents paramètres et notamment sur les trafics routiers et les odeurs qui sont produites, développées. Dans cette notion de durabilité, il y a aussi la question sociale et la question de la dynamique sociale. Donc, dans quelle mesure, en fait, les solutions de gestion collective, elles reposent sur une dynamique de mobilisation des acteurs sur le territoire. Et le troisième point qu'on a essayé de documenter en fait sur la durabilité des solutions de gestion collective, c'est une question qui a été évoquée juste un petit peu auparavant, c'est aussi la boucle de rétroaction de ces gestions collectives sur les pratiques individuelles. Et donc là, on verra qu'on a des débuts de réponse, puisqu'on a un dispositif qui est plutôt qualitatif, qui n'était pas forcément sur des études de cas très approfondies, notamment d'un point de vue technique, mais on a un ensemble en fait de dimensions qui nous permettent d'avancer des pistes de résultats. Donc en fait, cette étude, elle a été faite principalement en 3 temps, avec des méthodes différentes. Donc on a, avec tous les collègues mobilisés par la tâche, produit une enquête en ligne auprès de cas de gestion collective qui ont été préalablement étudiés. On a eu 26 réponses, ce qui nous a permis de construire en fait une typologie de ces expériences collectives et de comprendre là aussi les principaux freins et leviers à ces dimensions-là. Suite à ce premier dispositif, à ce premier volant, en fait, on a produit une enquête un peu plus approfondie auprès de 5 initiatives, 5 démarches de gestion collective, pour lesquelles, en fait, on a fait des entretiens, donc 2 entretiens de mémoire, avec une méthode d'entretien semi-directif, donc assez ouvert à la participation des personnes, plus souple, qui a permis de produire des matrices SWOT. Et ensuite, troisième étage de la fusée, en fait, on a choisi 2 initiatives collectives, un échange parcellaire et une unité de méthanisation collective pour produire des entretiens plus approfondis. Donc, sur l'ensemble de ces 2 initiatives, on a fait 10 entretiens et il s'agissait d'entretiens en fait conduits à deux, donc avec Gilles Martel pour la partie agronomique et soit Soisy Di Bianco, soit moi pour la partie sociologique. Donc on a croisé les regards sur ces points-là. Et donc, eh ben, effectivement, les résultats et la synthèse des données qui ont été produites dans ces 3 phases méthodologiques, c'est une analyse un peu globale des freins et des leviers euh, qui sont à prendre en compte dans le lancement et l'évaluation des projets de gestion collective, et aussi un outil, donc celui de la grille d'auto-évaluation qui vous sera présenté à la fin de cette présentation par Anne-Sophie. Oui, merci Guilhem. Voilà, du coup, comme tu l'as dit, donc on a pu établir une première typologie des expériences de gestion collective grâce aux 26 réponses à l'enquête en ligne. Donc il y a déjà 3 familles d'expériences qui se distinguent, à laquelle sont conditionnés des objectifs. Donc une première famille sur le traitement collectif, donc plutôt la méta. Donc avec d'abord un objectif de production d'énergie renouvelable, mais aussi dans un second temps un objectif d'optimisation de la fertilisation et puis d'économie circulaire. Et donc une deuxième famille donc qui concerne les échanges d'effluents avec d'abord un objectif comment de résorption et puis d'optimisation de la fertilisation et puis un deuxième objectif d'économie circulaire. Et donc, il y a une troisième famille, donc il y avait une expérience en fait à visée R&D avec un objectif de mesurer l'intérêt de la mise en commun entre éleveurs. Voilà, donc alors en termes de taille, pour 40% des expériences, on avait une taille entre 10 et 50 éleveurs dans le collectif. Mais voilà, ça peut être moins, mais ça allait aussi jusqu'à plus de 100 éleveurs impliqués.
Donc les principaux effluents qui sont concernés, il y en a 4, c'était les lisiers porcins, bovins, les fumiers bovins et puis les fumiers de volaille, donc on retrouvait dans plus de 50 des expériences et puis dans une moindre mesure, dans moins de 25 des cas, les fientes de volaille et puis les fumiers porcins. Heu, Ensuite donc, pour ces expériences, en fait, ce qu'on voit à droite, on a à peu près, également réparti, en fait, donc, 1/3 des expériences qui sont, encore en fonctionnement, 1/3 qui ont été arrêtées après une période de fonctionnement et puis 1/3 qui ont été avortées, donc, avant, la mise en route, effective. Voilà, donc ces expériences, donc elles étaient principalement localisées, dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire, un peu en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et puis une à La Réunion. Voilà, donc ensuite en fait, on a fait un bilan donc de tous les entretiens semi-directifs et des expériences en ligne et donc on a abouti à des matrices SWOT. Donc ici, c'est la matrice SWOT bilan, avec d'abord les forces et les faiblesses. D'abord, on a un premier aspect, c'est la configuration territoriale. Alors selon les cas, ça peut être soit une force, soit une faiblesse. Si une force, si il y a beaucoup d'élevage sur le territoire, ça peut favoriser l'émergence de solutions collectives. Ou une faiblesse ou si, par exemple, il y a un territoire qui, bloque, comment le transport, d'effluents et d'intrants. Ensuite en termes de performance de la solution collective, donc c'était, quelque chose qui ressort, comme satisfaction, comme une des satisfactions principales des acteurs. Donc c'est notamment il y a 3 plus-values, qui peuvent être retirées pour les agriculteurs. Donc des plus-values, donc des intérêts économiques, agronomiques et puis techniques. Voilà. Ensuite à l'échelle du territoire, l'intérêt c'est de, comment dire? De réduire les impacts environnementaux et puis de favoriser la création d'économies circulaires avec notamment un point qui est ressorti, c'est la production de gaz renouvelable associée à de la méta. Lorsque c'est utilisé pour, alimenter en énergie les infrastructures du territoire, c'est réellement vu par le territoire comme un moyen d'anticiper, les enjeux de demain. Donc il y a quelque chose de plus en plus important aussi, c'est la bonne traçabilité des pratiques et du devenir des effluents et des coproduits de traitement, notamment sur les aspects, sanitaires et agronomiques. Voilà, ensuite alors à l'inverse, donc ce qui ressort comme faiblesse souvent, c'est le transport supplémentaire, et les nouvelles sources d'émissions gazeuses associées à la gestion collective. En termes humains, donc un atout, c'est d'avoir déjà des collectifs qui sont déjà organisés et puis, actifs sur le territoire. Par contre, voilà, il y a la grosse question des porteurs, en fait. C'était une difficulté qui ressortait beaucoup. Donc quand il y a le départ ou l'arrêt des porteurs initiaux, c'est compliqué et c'est souvent des initiateurs qui sont peu interchangeables. Ensuite, donc la taille du collectif, bah, ça peut être, voilà, encore une fois, donc soit une force, soit une faiblesse selon les cas. Un gros collectif, c'est peut-être plus compliqué à gérer, mais par contre, ça peut représenter une, force de frappe collective, politique plus importante qu'un petit, collectif. Alors en ce qui concerne les participants, donc alors l'âge aussi, les jeunes participants qui peuvent être potentiellement, qui se projettent, sont prêts à changer aussi leurs pratiques, c'est mieux qu'à contrario des participants proches de la retraite et potentiellement plus intéressés par la transmission de leur exploitation. La mentalité, c'est aussi voilà, une mentalité collective, c'est prépondérant. Il faut vraiment une volonté des participants de s'impliquer. Heu, C'était aussi un critère qui ressortait donc dans 50 des expériences, enquêtées, les difficultés donc, notamment d'avoir des participants qui souhaitent s'impliquer aussi. Ensuite en termes de gouvernance, alors c'est aussi bien quand il y a un agriculteur qui est associé, quand il y a un lien entre la gouvernance et la collectivité territoriale et puis des échanges réguliers aussi au sein de cette gouvernance pour favoriser la cohésion de l'équipe. La gouvernance, c'est aussi un animateur, mais c'est une faiblesse, il a pas assez de temps, à consacrer du coup à l'animation. Du point de vue des agris, donc là, c'est souvent bien pour leur permettre de se réapproprier, de simplifier leur plan d'épandage. Par contre, voilà, s'il y a besoin d'acquérir de nouvelles, compétences aussi et de se former, en fait, c'était une crainte qui ressortait du coup voilà, chez 50 des expériences encore en fonctionnement. Par ailleurs, donc la variation dans le temps du collectif, ça c'est très spécifique, voilà,
à la gestion collective et c'est quelque chose aussi, auquel il faut s'adapter en fait. Il y avait une expérience où notamment ils allaient se former, une fois par an pour se tenir au courant des innovations en termes de gestion collective. Mutualiser un salarié entre plusieurs solutions, c'est bien aussi pour consolider son revenu. Ensuite donc, il y a une, comment dire? En termes de volume d'influence, il peut y avoir une forte variabilité. Par exemple, s'il y a de la grippe aviaire aussi, hein. Voilà. Ensuite donc, en cas de construction d'infrastructures, comment donc c'est intéressant puis de ne pas multiplier les prestataires pour des questions de maintenance. Une vraie plus-value aussi pour les adhérents, c'est qu'on peut leur apporter des services qui sont vraiment spécifiques à la solution collective qu'ils n'auraient pas eu, individuellement. Et aussi la communication interne et externe, c'est primordial. Ensuite, on va passer aux opportunités et menaces. Alors ce qui ressortait donc, dans 100 des expériences encore en fonctionnement, comme, difficulté, c'est de trouver des aides. Ensuite donc, la non pérennisation du fonctionnement, ça ressortait donc dans 75 des expériences aussi qui ont été arrêtées ou avortées. L'équilibre du marché, ça peut être soit une force, enfin soit une opportunité, soit une menace selon le contexte, comment donc, le prix des débouchés, varie. Voilà donc ensuite, la zone d'élevage, importante, c'est souvent bien pour faire émerger des projets. La dynamique aussi d'initiative, type, bassin versant, plan algues vertes. Avoir une convergence d'objectifs entre le niveau régional et local aussi, c'est bien. C'est bien, voilà, pour, par rapport au niveau réglementaire généralement. Après, à l'inverse, donc voilà, s'il y a une concurrence entre les différentes solutions de gestion collective, c'est plutôt une menace. Ensuite donc dans les opportunités aussi, c'est intéressant d'avoir fait une étude de marché, de prendre en compte les aspects sanitaires. La réglementation aussi, c'est le gros point en fait, la difficulté numéro 1, dans toutes les expériences. Donc s'il y a une dynamique de résorption, souvent ça lance des projets. S'il y a un assouplissement de la réglementation aussi, ça peut être, un facteur émergent. À l'inverse, donc voilà, il y a toute, comment dire? Toute la réglementation ICPE, la directive nitrate, qui sont vues principalement comme des menaces et il faut toujours s'y adapter, en fonction de leurs évolutions. Un petit focus effectivement sur la question de la dynamique des projets. Alors je reviens pas, spécifiquement en fait sur les 2 premiers points, sur les rôles clés, puisqu'effectivement Anne-Sophie les a bien présentés dans les forces et faiblesses et notamment dans les forces. Je développe peut-être un peu plus les effets sur les pratiques, donc qui voilà, qui ont été, donc plutôt investigués dans une démarche qualitative avec les entretiens semi-directifs. Ce qu'on a noté de manière assez importante, c'est le développement donc des liens sociaux localement sur le territoire. Alors sachant que, par exemple, dans une des 2 initiatives, il y avait, déjà des relations, assez développées, assez fortes, notamment parce que donc, dans l'unité de méthanisation, on s'appuyait sur des relations de travail qui existaient déjà et notamment, l'existence de CUMA ou d'entraide. Dans le deuxième cas d'échange parcellaire, en fait, ce cas, il est un peu plus intéressant parce que dans, les agriculteurs moteurs dans cette, initiative, en fait, on avait des agriculteurs qui étaient plus récents et qui venaient de s'installer sur le territoire et donc même avec cette position un petit peu extérieure au territoire, ça a permis de développer des liens. Ensuite, sur la question de l'organisation du travail, notamment sur les exploitations, on voit que ça se traduit par une, certaine facilitation du travail. Donc par exemple, moins de déplacements d'animaux, dans le cadre de l'échange parcellaire et en particulier pour l'unité de méthanisation, une diminution des pics d'activité, et voilà. Donc il y a un travail important aussi qui est, créé par, l'unité de méthanisation, mais ça permet aussi de lisser un petit peu, l'activité et de la répartir de manière différente. Alors ce qu'on note aussi finalement, sur la question effectivement du retour sur des évolutions des pratiques individuelles, ce sont des effets, faibles, relativement faibles en fait sur les pratiques d'assolement et sur la gestion des effluents. Ça, dans le cas de l'échange parcellaire, ça se traduit par un peu plus, de prairies, notamment. C'est un des objectifs de rassembler les terres autour des bâtiments et du siège d'exploitation et de faciliter donc, le pâturage. Et finalement, en ce qui concerne l'unité de méthanisation, on voit que, les pratiques changent, mais relativement peu, dans la mesure où il y a un transfert, en fait, des activités, des exploitations vers l'unité de méthanisation. Et donc dans l'ensemble, en fait, il y a pas de changement, très important, de ce point de vue-là. Donc ce petit focus fait, on peut vous présenter effectivement, l'outil, la boîte à outils, GEST et donc notamment, cette grille d'auto-évaluation dont on vous a parlé. Voilà, donc je vais
pas la détailler, du coup, on n'aurait pas le temps et d'autant plus elle est accessible, en fait. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, des aspects à considérer, qui peuvent être des leviers ou des freins, gérables ou non gérables. Du coup, je vais juste voilà, donc pour ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que cette grille d'auto-évaluation, l'objectif, c'est de tester les chances de durabilité d'un projet de solution, collective, à l'étude. Alors ça préjuge en rien, du coup, du succès, enfin de ou non du coup de l'expérience, mais ça aide plutôt à identifier, d'éventuels freins et surtout à les lever lorsque c'est possible. Donc elle est, comment dire? À destination des animateurs de territoires agricoles en lien avec, les élevages et des collectivités, territoriales. Alors en termes de fonctionnement, donc en fait, il s'agit de lister, tous les aspects qui sont, à prendre en compte. Comment et du coup donc pour, voilà, tous ces aspects en fait, ils proviennent du coup des freins, et des leviers et donc voilà, ils permettent du coup de comment dire? Enfin, ils sont à prendre en compte en fait, ils sont importants, voilà, pour, voir si un projet va être durable ou non et donc pour chaque aspect, le collectif, il indique dans sa situation locale si on est plutôt sur un oui, ou un non, si c'est un levier ou un frein. En bilan, le nombre total de oui et de non, ça donnera une idée des chances, de succès, et pour tous les non qui sont pas gérables, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour augmenter les chances de succès. Voilà, mais du coup, en conclusion, ça préjuge pas non plus voilà, de la réussite, ou non d'un projet, mais ça aide à lever, d'éventuels freins. Merci pour votre attention.